Studio Balado. En tant qu'homme, j'ai l'impression que de façon générale, on est élevé à faire primer nos besoins et nos désirs en premier. Je me souviens, adolescent, j'ai eu envie d'apprendre le tricot, je me suis mis au tricot, je faisais du tricot dans les bars. Et... c'est pas vrai que je m'en foutais, je pense que j'aimais bien aussi ce truc de oui, je peux assumer de faire du tricot dans les bars. Viril, Géraldine Jonkers, Studio Balado. Viril, le podcast qui interroge d'autres formes de virilité, des histoires singulières, intimes et politiques. Épisode 2, le devoir de virilité. Dans ma vie intime et familiale, j'ai été confrontée à des hommes enfermés dans un idéal de virilité. Pour être un homme, un vrai, ils devaient s'imposer quitte à écraser les autres et faire usage de leurs poings, refouler leurs émotions et surtout ne rien laisser paraître. Certains de ces hommes acceptaient cet impératif sans le remettre en question. D'autres en souffraient parce qu'ils ne pouvaient pas s'en libérer. Est-ce que les hommes peuvent s'échapper du devoir de virilité ? Arthur semble détaché de l'injonction à la virilité, mais il éprouve malgré tout des difficultés à exprimer ses émotions. Paul, lui, tout en assumant sa sensibilité, a exploré sa virilité en pratiquant le football américain. Entre la conscience du statut que la virilité leur offre et le piège dans lequel elle les enferme, Paul et Arthur se retrouvent face à un dilemme. Comment redéfinir sa masculinité en dehors de la virilité ? Je m'appelle Arthur, j'ai 43 ans. Je dirais que je suis plutôt grand, mais que je me tiens parfois assez voûté, voilà, comme si j'acceptais pas ma grandeur, peut-être. Je suis mince, donc pas musclé, voilà, si on reprend un peu les codes de la virilité. Il y a même une personne qui m'est chère, qui me surnomme Crevette. J'ai une barbe que j'ai depuis très longtemps, plus par flemme, je pense, de devoir me raser régulièrement que par rapport à une symbolique. Et j'ai une touffe de cheveux vertes sur la tête. Paul, j'ai 30 ans. Physiquement, je ressemble à pas mal d'hommes du moment, c'est-à-dire brun, cheveux longs, grosse barbe. Au niveau corpulence, j'ai longtemps été mince et comme j'ai fait du football américain assez jeune, j'ai dû me muscler et du coup j'ai pas mal pris en volume et puis j'ai arrêté depuis, donc je suis dans une moyenne. Faut que je remonte un peu, mais mon grand-père paternel a eu 2 fils, mon père et mon oncle. Mon oncle a eu 3 fils. Mon père a eu donc 3 enfants, donc mes 2 frères et moi. Et mon frère a eu 3 fils avant d'avoir une fille. Donc voilà, il y a une sorte de lignée génétique du mâle dans un côté de ma famille. Je pense que mes parents auraient voulu avoir pour un 3e enfant une fille, mais raté. Donc c'est très masculin quand même. Même si du coup mes parents se sont séparés quand j'avais 8 ans. Donc je voyais mon père beaucoup moins souvent, au début un week-end sur 2 les vacances, après il est parti dans une autre ville de France, donc c'était que pendant les vacances. Avant qu'il quitte le domicile familial, il n'était pas forcément très présent, il travaillait beaucoup. Donc en fait, j'ai pas forcément eu de représentant de la virilité dans le noyau dur de la famille. Mon père est plutôt sensible, il n'est pas dans le stéréotype viril sportif en tout cas, plutôt nature, écologie, avant que ce soit à la mode, sensibilité, etc. Par contre, quand je regarde les tâches qui étaient faites à la maison, mon père faisait beaucoup les travaux, c'était quand même surtout ma mère qui faisait à manger, qui faisait le ménage, donc dans ce sens-là c'est assez traditionnel. L'injonction à la virilité, faite aux garçons, participe-t-elle à l'apprentissage de la violence ? 3 garçons qui ont 2 et 4 ans d'écart, oui, ça se chahute en fait. Ça se tape dessus en fait. Donc oui, si je me battais, je pense, je me battais pas avec mes amis, mais je devais me battre avec mes frères, oui. En tout cas, on se disputait. Donc un de mes frères qui était fanatique de Playmobil et de Lego, donc il y en avait plein partout. Mais je sais qu'on avait donc des G.I. Joe aussi, donc voilà.
pareil, la posture de l'homme, du guerrier, enfin du militaire aussi. Et je sais qu'on avait une Barbie. Alors je ne sais pas comment cette Barbie s'est retrouvée dans le stock de jouets, mais je sais qu'avec mon frère, on jouait avec cette Barbie et je pense que ça a étonné un peu ma mère. Elle dit en fait qu'on la maltraitait. Voilà, je ne sais pas si c'est la réalité ou pas, j'avoue, je me souviens plus, mais en tout cas, elle faisait partie de nos jeux. Mais il y avait une Barbie chez nous, une maison avec trois gars, quoi. J'ai un grand frère de 2 ans mon aîné. Pendant longtemps, on vivait dans la pièce du haut où il n'y avait pas de séparation par des portes. Donc on était dans des pièces différentes, mais finalement on n'avait quand même pas énormément d'intimité. Donc on a beaucoup été l'un avec l'autre. Pas l'un sur l'autre, c'était pas à ce point-là non plus, mais l'un avec l'autre, je pense. Avec les amis, bon bah ça se chahute. Effectivement, il y a toujours des trucs de garçons où c'est des combats un peu, etc. Dès le plus jeune âge. Et a fortiori, effectivement, quand je me suis mis au football américain, il y a quand même un culte du corps et de la musculature. Je lisais beaucoup de comics américains. Je pense qu'effectivement, la pop culture et les médias nous baignent, enfin surtout notre génération, nous a baigné dedans depuis tout petit. Donc même si ma famille n'était pas là-dedans, tout le reste de mon environnement était là-dedans. Et j'ai plus l'impression qu'effectivement, mon père essayait de me protéger de tout ça, mais il était impuissant face au reste, quoi. Donc voilà, on était en banlieue parisienne, on déménage sur Paris, donc nouveau cercle d'amis aussi. Donc là j'ai, on va dire, dans les 13, 14, 15 ans, j'ai un groupe d'amis qui sont des gars, des garçons. On passe du temps chez l'un, chez l'autre, on écoute de la musique. Il y en a qui fument des pétards, on regarde des films de cul. Donc on a un clan comme ça, et il y en a une personne externe, un gars, qui veut un peu rejoindre ce clan. Et il se passe une scène, mais assez étonnante, où on est dans le garage en sous-sol, donc d'un des amis, d'un des potes. Et il va y avoir un combat entre la personne qui veut rejoindre le clan et un des membres du clan. Et donc ils vont se battre. Et nous, on est autour et on regarde. Enfin, ça n'a vraiment le phénomène de groupe le plus, enfin voilà, dans son rôle le plus stupide. Et ça finira où donc le gars du clan se fait tabasser. Il a du sang sur les lèvres et autres, il se barre. Et donc on reste avec le nouvel ami. Et le lendemain, ben en fait, on se retrouve au collège et je sais même plus si cette personne est finalement inclue dans le clan, en fait. Mais moi, je sais que je suis parti de là un peu choqué. Mais en même temps, j'ai rien fait contre. Il y avait même un truc peut-être jubilatoire de vivre cette scène comme ça. Mais ça m'a... En tout cas, j'ai une mémoire très sélective, mais ça, c'est encore très proche, très présent. Et je me dis, waouh, il s'est passé quelque chose là qui est pas normal, quoi. En plus, c'était un très bon ami qui était là et on décide maintenant qu'il va se battre contre un autre type pour gagner sa place. Mon collège a été assez difficile parce que j'ai fait beaucoup d'acné, et vraiment beaucoup. Et du coup, ça m'a pas mal détruit au niveau confiance en moi. Et en plus, j'étais très mince, très fin, j'avais du mal à assumer mon corps. J'ai commencé le football américain, c'est un copain du lycée qui m'a proposé. Lui, il avait ses 2 frères qui en faisaient. J'ai dit pourquoi pas. Je crois que ça a été vraiment un moyen un peu catharsique d'évacuer justement toutes ces pulsions de violence ou de colère que j'avais en moi, et j'en ai fait pendant une 12aine d'années. Dans le football américain, c'était quand même beaucoup de gens qui faisaient très attention à leur physique. Même sur le terrain, il y a des codes vestimentaires, etc. Et l'apparence joue un rôle très très important. Ça vient des États-Unis aussi, donc il y a quand même un accent qui est mis sur le paraître. On ne pouvait pas avoir de poils au niveau du pubis, il fallait forcément se raser. Ceux qui avaient des poils se faisaient moquer un peu. Je pense qu'il y a un truc de virilité, de taille du pénis, c'est-à-dire que quand il y a des poils, le pénis est quand même moins grand ou ressort moins, alors que rasé, du coup il apparaît quand même plus puissant ou plus gros quand même.
Je pense que inconsciemment ça doit jouer chez beaucoup. C'était un peu compliqué parce que comme j'habitais chez mes parents, j'avais un peu honte de le faire. Je n'osais pas jeter les poêles dans la poubelle, donc j'ai essayé de les brûler dans un premier temps, mais ça pue et ça brûle mal. Donc c'était un peu compliqué. J'ai les cheveux qui poussent, j'écoute du hard rock, du métal, j'ai les cheveux longs. J'ai probablement aussi un côté un peu efféminé qui ressort, enfin dans des attitudes et autres qu'on ne pointait pas avant, mais là c'est l'âge, c'est l'adolescence. Et je suis à la recherche, je pense, d'un repère, d'un père et aussi d'un truc d'amour en fait. Voilà, un peu perdu à ce moment-là. De part aussi du coup cette histoire familiale où en fait c'est assez violent à la maison. Et arrive à ce moment-là aussi une rencontre, en fait un lien avec un surveillant de ce collège qui est trouble. Voilà, je crois qu'à ce moment-là je cherche protection et autres et que cette personne joue ce rôle-là d'une certaine manière. Et donc ce lien fait que il y aura des attouchements aussi, voilà, cette personne envers moi. Du coup, à ce moment-là, moi, j'ai une sorte de blocage et puis je coupe le lien avec cette personne. Mais voilà, j'ai vécu une phase comme ça d'un an et demi, à pas trop savoir, en même temps, trouver un sens à cette relation et en même temps me dire que c'est pas normal. D'ailleurs, là, le livret est pour moi un certain impact. J'en ai plus tard parlé à quelques personnes, mais très peu, à personne de ma famille. Et donc ça crée un rapport à l'idée de virilité, en tout cas de ce que moi j'y mettrais dedans, qui est le rapport à la domination, mais aussi le rapport à soi et aussi à l'intime, et comment on peut communiquer et dire des choses et autres, que moi je rapproche aussi de cette question de virilité ou de ne pas être viril, enfin bon, si on prend l'inverse, quoi, mais de capacité aussi à exprimer ses émotions, ce qu'on ressent, qui mettra longtemps avant de pouvoir surgir en fait pour moi. Le privilège masculin est aussi un piège. Et il trouve sa contrepartie dans la tension et la contention permanente, parfois poussée à l'absurde, qu'impose à chaque homme le devoir d'affirmer en toutes circonstances sa virilité. Pierre Bourdieu, La domination masculine. Vous écoutez Viril, un podcast de Géraldine Jonkers et du studio Balado. Faire partie du Boys Club façonne les esprits et les corps, encourage la violence et emprisonne la parole. Comment libérer l'expression de ses sentiments et de ses émotions quand on est un homme ? J'ai fait des études dans le dessin animé et du coup c'était très marrant justement dans ces premières années de 18 à 25 ans parce que j'avais à la fois mes copains du football américain où on était dans l'humour un peu beauf, le culte du corps, relation aux femmes assez datée, et à la fois avec mes copains des études d'animation où là on est plus artistes torturés, plus justement à se moquer des gros bourrins qui feraient du football américain. Et donc j'ai eu un peu l'impression de jouer sur les deux tableaux à la fois, mais en même temps c'est ce qui me faisait plaisir, c'est que j'avais l'impression de ne pas être complètement dans un modèle. Je variais entre les deux modèles et ça me permettait de jongler entre ça et de toujours trouver mon compte, j'ai l'impression. Quand on s'est rencontrés, tu portais énormément de t-shirts avec des licornes, des paillettes et des arcs-en-ciel. Est-ce que ce genre de t-shirt, que je pense est facilement portable dans une école d'art, tu pouvais arriver avec ce genre de t-shirt à l'entraînement ? Bah oui, en fait ça m'a créé une personnalité au football américain. J'étais un peu l'artiste, et du coup j'étais réputé pour le mec qui portait des t-shirts bariolés avec des hamsters rois dans l'espace, etc., etc. Mais je pense que ça aussi a marché au football américain, t'es accepté à partir du moment où t'es bon surtout. Et c'est une fois que j'ai passé 2 années un peu difficiles, quand je suis parti à Clermont-Ferrand pour mes études,
je commençais à être à mon top niveau. Et c'est pour ça aussi que j'ai été accepté, qu'on m'a accepté avec cette différence et qu'on a accepté cette différence, j'ai l'impression. Par exemple, moi j'aurais envie, là en discutant de plus en plus avec mes amis garçons, de se réunir à plusieurs, parce que souvent ça se fait moi ça se fait plutôt en duo, ce genre de discussion. Et je me dis, mais ça pourrait être intéressant de se retrouver entre gars et de questionner en fait tout ce rapport à la virilité. Enfin, à chaque fois, il y a plein de sujets. La galanterie, par exemple, pour pouvoir, entre nous aussi, trouver je sais pas si des solutions, mais en tout cas de pouvoir réfléchir sur ces sujets-là, sans que ce soit toujours, voilà, par nos relations avec des filles, elles qui amènent ce genre de considération et de remise en question, quoi. Que ça puisse aussi se faire entre gars, en fait. Paul est devenu père d'un petit garçon il y a 1 an et demi. Comment s'est-il préparé à son nouveau rôle ? En tant qu'homme, j'ai l'impression que de façon générale, on est élevé à faire primer nos besoins et nos désirs en premier. Et là, d'avoir quelqu'un qui arrive et qui prend tout le temps. Je ne m'étais pas préparé à que ce soit vraiment tout le temps. Et j'avais plein de projets sur le feu, etc. Et de ne pouvoir d'un coup, de balayer tout ça et de me dire, ça je le ferai peut-être jamais, je finirai peut-être jamais ces trucs-là que j'ai commencé. C'était compliqué, surtout pour m'occuper d'un enfant qui dormait et qui me hurlait dessus, quoi. Et puis je me suis demandé justement, est-ce que cette envie d'être père, est-ce que c'est vraiment mon envie ou est-ce que c'est ce qu'on m'a insufflé par les médias, par tout ça. Mais voilà, c'est un peu la réflexion que je me suis faite et je me suis dit, non, j'ai vraiment envie d'être père. J'étais bien avec ma copine, elle arrivait à un âge où il était temps de se poser un peu la question aussi, si on voulait ou si on voulait pas, elle n'était pas arrêtée non plus. Et puis du coup, je me suis dit, allez, je lui propose de tenter l'aventure et on s'est lancé et c'est arrivé très vite. J'ai l'impression de ne pas avoir été assez investi pendant la grossesse. Et la première partie de naissance aussi a été assez compliquée. J'avais pas l'impression de servir vraiment. Il était bien qu'avec sa mère. Et du coup, moi quand je le prenais, il pleurait, donc je savais pas trop quoi faire. Donc du coup, j'avais tendance à plutôt le laisser avec sa mère et faire tout le reste. On était en plein déménagement, donc du coup, je m'occupais de tout le déménagement, je m'occupais de faire à manger, je faisais tout ça. Mais j'étais plus aidant, j'étais plus comme un titre-service que comme un père, quoi. Et maintenant qu'il parle et maintenant qu'on peut parler, etc., ça devient fou, quoi. Enfin, même tout l'apprentissage, c'est vraiment dingue. Je trouve que, même quand je lisais des livres pour me préparer, on est très tolérant avec les hommes, on les caresse vite dans le sens du poil dès qu'ils font un petit effort, alors qu'on devrait arriver à une égalité. Et cette égalité, je connais personne dans mon entourage qui est présente vis-à-vis de la parentalité. Le concept de virilité existe, il a sa présence dans notre société. Est-ce qu'on est conscient en tant que gars qu'on a cette espèce de symbolique qui est là ? À quel point elle nous touche, à quel point elle nous affecte, et à quel point on s'y retrouve. Et après, voilà, c'est lié au parcours de chacun. Moi j'ai pas l'impression qu'on m'ait imposé ce concept de virilité, que j'ai dû suivre un chemin, en fait. J'ai pas du tout cherché à être quelqu'un qui avait de la force musculaire. Je fais pas de sport, je vais pas à la salle de sport, je fais pas de musculation. Je suis désintéressé par la mécanique, mais voiture bien sûr, mais même vélo. J'ai pas du tout ce rapport à, je crois, toutes les cases que les hommes doivent cocher d'activité ou d'identité. J'ai eu la possibilité d'un peu faire ce que je voulais, je crois quand même. Moi, je me souviens, adolescent, je sais plus comment, j'ai eu envie d'apprendre le tricot. Je me suis mis au tricot et j'emmenais le tricot dans les bars, en fait. Je faisais du tricot dans les bars et puis je crois que c'est pas vrai que je m'en foutais, je pense que j'aimais bien aussi ce truc voilà, oui, je peux assumer de faire du tricot dans les bars, il n'y a pas de problème. À un moment donné, j'ai eu un genre de pantalon kilt. Et donc voilà, j'essayais aussi de me dire que je pouvais le porter un peu en tout temps et que ça pose pas de problème.
quand on a ce privilège et qu'on est éduqué dans ce privilège, on ne se rend pas compte. Donc c'est aussi un piège déjà vis-à-vis de ça, de prendre pour acquis une situation où on est favorisé. Dans ce petit cocon où on est dorloté, où on est cajolé, où tout va bien, on devient quand même des sales personnes, quoi. Il y a énormément à faire vis-à-vis de la parentalité. C'est souvent la femme qui doit sacrifier son boulot, déjà. Et puis il y a aussi le truc au départ physique qui fait qu'elle est un peu plus impliquée. Mais on a beau essayer de s'éduquer, je pense qu'effectivement tout mon héritage culturel, etc. fait que j'ai moins de patience. Je continue d'avoir envie de faire primer par moments mes envies personnelles, etc. Mais elle, justement, son fils est devenu sa priorité. Moi, je continue en tant qu'homme à avoir des priorités parfois différentes. Et du coup, on n'arrive pas à être complètement égalitaire vis-à-vis de ça. Et je trouve ça dommageable. Encore loin d'être la norme, comme Paul et Arthur, des hommes commencent à revendiquer leur sensibilité, à écouter leurs émotions et à questionner le modèle traditionnel de virilité. Dans l'épisode 3, vous entendrez les témoignages de Régis et Gian, deux hommes queer qui inventent de nouvelles virilités. Viril est un podcast de Géraldine Jonkers, produit par le Studio Balado. Réalisation et production, Michel-Ange Vinti. Musique originale et mixage, David Federman. Illustration, Patrick Rousse. Vous pouvez nous contacter via le site www.studiobalado.com ou via les réseaux sociaux du Studio Balado. Abonnez-vous à mon podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci pour votre écoute.